Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans un nouvel épisode dans lequel je vous propose deux parties. Tout d'abord, on va revenir sur des points que j'aimerais ajouter suite à la semaine qu'on a traversée en bourse et toutes les vidéos qu'on a fait. Même si l'histoire n'est peut-être pas finie en bourse, je souhaite revenir sur certains passages importants, notamment sur le fait de ne pas tout vendre car ça baisse et pourquoi justement je ne vends pas tout. Il y a deux, trois points que je voulais clarifier. Et en deuxième partie de vidéo, on va parler aussi des actions que je continue à analyser en ce moment puisque je me concentre sur ce que je maîtrise et notamment continuer à analyser les entreprises. Première partie, donc déjà, je tenais à vous le dire, on est revenu sur des niveaux d'il y a environ un an, par exemple ici sur la S&P 500, vous voyez au niveau de mon pointeur rouge, donc globalement, on a éliminé les un an de baisse. Et la baisse a été très violente, mais on avait aussi eu une hausse absolument incroyable sur 2024, et vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge. Et ce que j'ai peut-être pas assez exprimé dans les vidéos qu'on a fait ces jours-ci, c'est que notamment selon la date d'achat, j'entends ici en achetant tous les mois pour le long terme en bourse, eh bien le ressenti, ce n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que si on achète tous les mois en bourse depuis même avant ce graphique il est sur 5 ans, donc depuis plus de 5 ans, évidemment que la petite baisse que vous avez en haut à droite, on ne la vit pas du tout de la même façon qu'une personne qui a commencé à acheter il y a moins d'un an. Parce que si on a acheté il y a moins d'un an, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est de la hausse, de la hausse, de la hausse. Sauf que si on a traversé 2018, rappelez-vous fin 2018, début 2019, puis 2020, puis la longue traversée du désert de 2022-2023, vous l'avez ici, hein, regardez, et maintenant 2025. 2025, je tiens à le dire, là, la baisse qu'on subit depuis quelques jours, elle est extrêmement violente par rapport aux baisses qu'on a eues depuis 3-4 ans. Même par rapport à mars 2020, elle est tout à fait comparable en termes de violence et même en termes de ressenti. Je le vois puisque j'étais présent, certains parmi vous étaient aussi là en mars 2020, et la violence en quelques jours était bien plus importante que 2022-2023. Par contre, au final, avec les années, on relativise. Ce qui m'amènera d'ailleurs au prochain point sur le fait qu'on soit en bourse depuis plusieurs années. Ça peut clairement changer comment on aborde le fait de vouloir tout vendre. La baisse, elle est très violente, soyons clairs, je ne la minimise pas du tout. D'ailleurs, regardez les pentes sur le graphique, c'est flagrant. Regardez ici sur le Nasdaq, vous voyez la violence qu'on a. On a éliminé, pareil, un an de gains et on est au même niveau que début 2024. De la même façon, Apple, si vous regardez, on a éliminé aussi un an de gains. Par contre, si vous remontez à avant 2021, sachant que le graphique là, il s'arrête il y a seulement 5 ans, mais personnellement, Apple, j'ai acheté en 2019 et vous voyez, même en 2020, on était sur un niveau de 67 $ contre 172 $ aujourd'hui. Donc évidemment que les fois 2,5 plus 157% de gains, si on a acheté il y a 6-7 ans, on n'a pas du tout le même état d'esprit par rapport à une action comme Apple qu'une personne qui aurait acheté Apple il y a 6 mois. Et je peux continuer l'histoire, regardez Google qu'on avait beaucoup acheté pendant la baisse notamment de 2022-2023 au niveau de mon pointeur rouge ici, où on l'a payé sous les 100 $ quand l'entreprise était foutue, c'était certain, ChatGPT allait les tuer la semaine prochaine si on écoutait la peur dans les médias. Bon, Google est toujours là. Et au final, si on a acheté à l'époque à moins de 100 $, aujourd'hui à 146 $, certes, ça fait très mal parce qu'il y a encore quelques semaines, on était à plus de 200 $. Mais si on regarde sur le très long terme, en 2020, les personnes qui l'ont acheté il y a 5 ans, ils étaient à 60 $ contre aujourd'hui 146. Donc encore une fois, si on a une échelle de temps assez longue, ces baisses, elles sont violentes, mais elles sont pas si violentes que ça si on ne prend pas toutes les plus-values latentes pour acquises, puisque regarder les plus-values latentes sur quelques semaines, pour moi, ça a très peu de pertinence puisqu'on sait qu'il y a de la volatilité dans les marchés, ça peut monter, baisser fortement. Par contre, sur le long terme, évidemment, eh bien, que notre retour annuel composé, si on s'amuse à le calculer sur 5-10 ans, lui, il est beaucoup plus lissé. Le point sur lequel je voulais revenir, parce que évidemment, pendant ces temps de peur, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à avoir la petite idée dans la tête qui est pourquoi pas tout vendre pour racheter plus bas. J'ai déjà cité ces derniers jours plusieurs points, notamment l'incapacité que j'ai à connaître l'avenir, le fait aussi que c'est plus simple pour moi émotionnellement de tenir au bénéfice des années et de voir une baisse tout simplement parce que quand ça fait longtemps que vous achetez, certes la baisse elle fait mal parce que eh bien, vous aviez des gains potentiels latents qui disparaissent sur le court terme et je préfère largement rester investi, je gère mieux, en tout cas c'est très personnel que je vous partage émotionnellement, que de sortir du marché parce que si je sors du marché, je vais avoir du cash et attendre en dehors du marché, je vais risquer de rater les meilleures journées, ce que je ne veux surtout pas, et je vais avoir des montants en liquide sur les comptes. Pour des liquidités sur les comptes, je dis pas si c'est 10K, 20K, 30K, les conserver sur un compte, ça se fait d'ailleurs, je le fais, puisqu'entre le fonds de sécurité, l'argent que j'ai de côté en bourse en pourcentage pour pouvoir réinvestir si ça baisse, d'ailleurs j'investis un petit peu plus en ce moment, je dis pas, je suis tout à fait à l'aise à garder
des sommes comme ça. Mais je me demandais comment vous gérez quand c'est plus 10K, 20K, 30K, ça j'entends, mais quand c'est en centaines en liquide sur les comptes. Pour ceux qui vendent tout, comment vous gérez ça? Est-ce que vous mettez ça en obligation? Émotionnellement aussi, moi personnellement, je ne serais pas rassuré à avoir autant d'argent sur les comptes et à pas les avoir investis. Je sais pas vous, mais c'est un point que j'avais pas assez détaillé, mais personnellement, avoir trop de liquidité pas investie dans des actifs, c'est quelque chose qui ne me rassure pas et qui clairement va m'empêcher de dormir sur mes deux oreilles. Être en dehors du marché, je vais pas être à l'aise. Je comprends que certains le soient et je respecte toutes les stratégies et je comprends ceux qui veulent vendre, mais voilà, je voulais un petit peu revenir sur ces points-là, clarifier aussi pourquoi je peux pas me permettre de tout vendre. Et un autre point justement aussi que j'aimerais bien discuter avec vous, et ça j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, sur pourquoi je veux pas tout vendre, c'est les impôts. Je suis curieux parce que quand on vend tout et qu'on sort du marché pour racheter plus bas, comment gérer l'imposition? Parce que, ok, alors, selon les résidences fiscales, j'en ai eu plusieurs aussi, selon si on est en compte titre ordinaire ou en PEA, etc., les règles vont changer. Selon la résidence fiscale, ça peut plus ou moins se justifier, mais globalement, ça veut dire que si on vend et qu'on a toutes ces plus-values taxées, il va falloir vraiment racheter beaucoup plus bas le marché pour compenser tous les impôts qu'on va devoir payer, parce que les factures, elles peuvent vite monter quand ça fait longtemps qu'on est en bourse et qu'on a des plus-values latentes. Donc ça, c'est un autre point aussi sur lequel je suis curieux, et vraiment, je voulais revenir là-dessus. Une des autres raisons qui fait que justement, je suis pas à l'aise à vendre, il y a aussi les impôts. Et donc ça, j'en avais pas parlé dans les autres vidéos et je tenais à revenir là-dessus, au-delà du fait de la gestion émotionnelle, du fait que je n'ai pas envie d'essayer de trouver les points bas dans le marché parce que c'est pas ma stratégie, etc. Donc voilà pour cette partie, les points que je voulais clarifier. Maintenant, on va parler de deux entreprises que je continue à analyser en ce moment, à savoir qu'il s'agit de Robinhood et de Nvidia. Je vous en avais déjà parlé il y a un peu plus d'une semaine de souvenirs. Alors, tout d'abord, Robinhood, je m'intéresse à cette entreprise notamment pour l'adoption client. Il commence à vraiment avoir des ambitions de devenir une banque au-delà d'un courtier, sachant que c'est un courtier aux États-Unis qui est très populaire dans les nouvelles générations. Et ce qui me plaît, c'est que c'est une entreprise très agile et innovante dans un monde de la finance où les choses bougent peu, où les personnes se reposent un petit peu sur leur laurier. Et je travaille actuellement sur mon fichier de valorisation et mon analyse qualitative et j'aime beaucoup ce que je vois. Vous avez notamment une croissance annuelle composée sur les 5 dernières années au niveau du chiffre d'affaires qui est impressionnante. Encore une fois, on est sur un produit qui est en train d'être massivement adopté aux États-Unis. Ils viennent de sortir une carte bancaire, ils ont maintenant des comptes, ils sont en train de s'attaquer à la banque traditionnelle, etc. Ils sont vraiment en train de se développer et ça, c'est des choses qui me plaisent parce que ça prouve une certaine agilité. Par contre, aussi, c'est un business qui est pas simple à analyser. Vous avez beaucoup de montagnes russes, notamment au niveau des marges nettes. La marge brute est très élevée, donc le potentiel à gagner de l'argent un jour, il est là. Ça me rassure. Au niveau des valorisations, je suis encore en train d'y travailler parce que justement, j'ai du mal un petit peu à fixer les marges nettes dans le futur. Aussi, la croissance, à quel point elle va être élevée, puisqu'on sait qu'on va avoir beaucoup de transferts d'argent des anciennes générations vers les nouvelles générations. Cet argent va certainement en partie être investi, aussi peut-être dépensé, évidemment. Donc voilà, je travaille sur ma valorisation, mais j'aime beaucoup ce que je vois clairement. Vous avez un PER aujourd'hui à 21. Le prix par rapport au chiffre d'affaires, lui, est quand même élevé, mais bon, les marges potentielles peuvent être aussi assez hautes sur ce business. Donc voilà, je tenais à vous tenir au courant que je m'intéresse beaucoup à cette entreprise. Et la deuxième entreprise à laquelle je m'intéresse, c'est Nvidia. Nvidia, c'est une entreprise que j'avais déjà fait raconter l'histoire. On l'avait acheté entre environ 10 et 15 dollars d'aujourd'hui. C'était entre 100 et 150 dollars d'avant le split de 1 pour 10. Et je m'en étais séparé vers les 50 dollars d'aujourd'hui, 500 dollars d'avant le split, tout simplement parce que j'avais du mal à comprendre l'entreprise. Et maintenant, je reviens dessus suite à la baisse qu'elle a vue là récemment de plus de 35%. Et je m'intéresse à cette entreprise parce que clairement, quand je vois ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle, sur la demande qu'on va avoir, notamment sur tout ce qui est les calculs d'inference, je suis en train de beaucoup regarder comment fonctionne l'IA. Je m'intéresse beaucoup à l'analyse qualitative, essayer de comprendre quels sont leurs avantages compétitifs, parce qu'on pourrait se dire que tout le monde est capable de faire ce qu'ils font, et justement, j'essaie de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre qu'est-ce que eux ils font que les autres n'arrivent pas à copier, aussi bien sur les GPU, donc les cartes graphiques pour l'intelligence artificielle, aussi pour les cartes sur les calculs d'inference, donc tout ce qui va faire tourner les IA lorsqu'on fait des requêtes. Je m'intéresse beaucoup à ce monde. C'est pas des technologies ultra simples. Après, j'ai quand même une formation scientifique au départ, donc je reconnais des éléments, etc. Mais ça va me prendre certainement beaucoup de temps à l'analyser, sachant que je passe énormément de temps en ce moment à faire ça. On se rend pas compte, mais c'est des heures et des heures, enfin des dizaines d'heures derrière. Mais bon, ça va vite entre les transports, le sport, etc. J'ai beaucoup de temps à passer et vu que j'ai pas de télé ni rien, au final, j'ai quand même beaucoup de temps mort à utiliser pour l'apprentissage et je m'intéresse beaucoup à cette entreprise.
Au niveau des croissances annuelles composées sur les 5 dernières années, c'est aussi impressionnant à plus de 70%. Évidemment que ça va ralentir, hein, comme Robinhood, ça ralentira, mais à quel point ça va ralentir, là, c'est toute l'analyse qui va nous le dire. On va essayer de se forger des convictions. Pareil, marge brute très élevée, une vraie capacité à gagner de l'argent, des marges nettes élevées, une valorisation d'après les analystes l'année prochaine, dans un an, avec un PER à un petit peu plus de 16,80. Le prix par rapport au chiffre d'affaires est élevé, mais encore une fois, grosse marge, grosse croissance. Et encore une fois, ça, c'est des indicateurs financiers. Vous savez que moi, je préfère faire un tableau de projection et réactualiser dans le présent avec un discount rate, tout simplement parce que ça, c'est une image à l'instant T, mais ça ne nous parle pas du tout de l'avenir quand on regarde des indicateurs financiers. Même le forward PE, il est que à un an, et c'est d'après l'avis des analystes et pas le nôtre. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien faire mes propres fichiers. Au final, je suis en pleine analyse, j'aime beaucoup ce que je vois, mais je n'ai pas encore abouti sur les valorisations de mes projections. Je suis plus avancé sur Robinhood parce que c'est plus simple à analyser quand même que Nvidia, et c'est en cours et ça me prend beaucoup de temps en ce moment, notamment le qualitatif. Et je tenais à vous en parler à nouveau, notamment aussi pour rappeler que je me concentre sur ce que je contrôle, ce que je maîtrise, l'analyse, la recherche, le travail, et je me concentre moins sur ce que je contrôle pas, c'est-à-dire essayer de rentrer, de sortir du marché, les sentiments et les mouvements, la géopolitique, etc. C'est pas des choses que je contrôle et donc je m'y intéresse le moins possible et je travaille plutôt à continuer d'analyser les entreprises parce que sur le long terme, jusqu'à maintenant, c'est ce qui a payé pour moi. Donc je continue à garder une équipe qui gagne. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je voulais revenir sur tous ces points. Je pense que c'était important de clarifier certains passages parce qu'on a fait beaucoup de vidéos, on a enchaîné ces derniers jours. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.